Il y a trois niveaux de compétences. Il y a premièrement des compétences techniques. Des compétences techniques qui ne se limitent pas seulement à la manipulation des données, etc. Non. Les compétences techniques commencent par l'apprentissage des mathématiques et des statistiques. C'est vraiment la base. Si on commence par ça, on est déjà dans le bon. Et bienvenue dans Data Talk. Parlons data, parlons futur. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une grande question. Quelles sont les compétences académiques, scientifiques qui seront indispensables demain pour comprendre, analyser et travailler sur les données? Sur le plateau avec moi, un data scientist, un chercheur dans le domaine avec qui nous allons discuter sur le domaine. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je suis Loadis Kakoni, assistant, enseignant, chercheur à l'Université protestante au Congo. Merci beaucoup. Il s'est présenté brièvement d'ailleurs, hein. Je croyais qu'il va aller dans beaucoup de détails, mais j'ai envie de dire, il est humble. Il est humble. Mais Je bon. peux ajouter des détails si tu veux, cher camarade. Bon, ça va, ça nous va, ça nous va, ça nous va, ça nous va. Prochainement, vous allez ajouter des détails. Mais avant de parler des détails de ta science, je voudrais vraiment commencer sur la vision d'ensemble sur ça. Et cette vision d'ensemble commence par, selon vous, quelles sont les compétences académiques, scientifiques qui sont indispensables pour rester pertinent dans les mondes de données actuels ou dans un monde dominé par les données? À cette question, je répondrai que il y a trois niveaux de compétences. Il y a premièrement des compétences techniques. Des compétences techniques qui ne se limitent pas seulement à la manipulation des données, etc. Non. Les compétences techniques commencent par l'apprentissage des mathématiques et des statistiques. C'est vraiment la base. Si on commence par ça, on est déjà dans le bon. Alors, à ce niveau-là, il faut tout simplement apprendre que il existe des niveaux de mathématiques que tout un chacun de nous devrait apprendre avant de débuter un parcours en data science. Il y a par exemple les statistiques, il y a les probabilités, il y a l'algèbre linéaire, l'algèbre non linéaire. Ce sont là les 4 niveaux de base qui permettraient à n'importe quel data scientist de commencer un parcours mathématique. Juste après, il y a des compétences en programmation, parce que la data science, ça va de pair avec des compétences informatiques. Pour cela, il faudrait apprendre un langage de programmation. Très généralement, on choisit entre le langage de programmation Python ou R. Soit de faire les deux, soit de choisir l'un des deux. Et puis après, il y a d'autres types de compétences qui ne sont pas des compétences techniques, mais qui sont des compétences très importantes, je dirais même plus importantes que les premières. Ce sont des compétences qu'on peut appeler généralement des aptitudes transversales. Je m'explique. La data science, ce n'est pas quelque chose qui est renfermé. Ce n'est pas quelque chose qu'on applique à un domaine seulement de l'informatique. Non. La data science s'applique à l'économie, la data science s'applique, disons, à la biologie, à la chimie, etc. Il n'est pas aisé d'être un data scientist et de ne pas s'y connaître dans un domaine dans un domaine où on applique nos connaissances data scientist. Je crois que dans l'un des épisodes précédents, vous avez reçu M. John Kayandi, il en a parlé. Lui, c'est un data scientist, mais dans le domaine de marketing. Donc, il utilise ses connaissances pour pouvoir améliorer les performances entreprises, bien évidemment dans les secteurs du marketing. Okay. Donc, puisqu'on est data scientist, nos compétences data scientist vont s'appliquer à un domaine. Donc, vu que ça va s'appliquer à un domaine, il nous faut aussi connaître les tenants et les aboutissants de ce domaine. On ne nous demande pas de devenir biologiste, on nous demande de connaître le B.A.B.A. de la biologie, comment appliquer nos connaissances data scientist dans ce domaine. Alors, il y a un autre niveau qui, à mon humble avis, qui est très négligé, c'est la dimension éthique. Le niveau éthique, il est très pertinent. À ce jour, il existe un domaine de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce que
vous comme moi, chère Merveille, vous remarquez que lorsqu'on va sur TikTok, on va sur les réseaux sociaux, on remarque qu'il y a beaucoup de dérives liées à l'intelligence artificielle. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de scandales. Des scandales liés aux données, des scandales liés aux modèles qu'on utilise, des modèles qui peuvent parfois discriminer certaines personnes, ceci, etc. Il y a toute une dimension, la dimension éthique qui entre en jeu. Parce que il faut des impacts sociaux et des impacts sociétals. Donnez-moi un peu de temps, je vais m'expliquer. Sentez-vous libre, en tout cas très libre. Et voilà. Je m'explique. Partons d'abord d'une vision générale. La vision générale est que, en tant que data scientist, en tant que d'abord être humain, nous sommes censés faire le bien. Nous sommes censés travailler pour le bien-être de la communauté. Peu importe là où nous sommes, peu importe le métier que nous faisons ou dans le domaine que nous travaillons, nous sommes censés travailler pour le bien-être de la communauté. Et si vous remarquez bien, aujourd'hui, la data science entre dans tous les domaines. Dans n'importe quel domaine aujourd'hui, on peut faire de la data science. Sauf que si on basait plutôt des grandes décisions sur des analyses faites par des data scientists, des grandes décisions par exemple politiques ou économiques, basées sur des analyses des data scientists, il y a un problème. Il y a une dimension éthique qui entre en jeu. Pourquoi ? Parce qu'une mauvaise analyse ou une analyse volontairement biaisée ou le choix d'un mauvais modèle peut impacter négativement ou positivement la vie de beaucoup de citoyens. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Cette dimension éthique est très importante, tout simplement parce que on doit définir quels sont les impacts sociaux et les impacts sociétals que nous souhaitons dans notre société, dans notre pays, dans notre ville, dans notre communauté. Et c'est en fonction de ça que nous allons mener des analyses. Parce que si on ne le fait pas, et c'est là d'ailleurs, on doit intégrer ça dans la formation d'un data scientist. Il y a un physicien que j'aime bien, il s'appelle Étienne Klein. Okay. Il est vulgarisateur beaucoup plus en France. Il a dit dans l'une de ses conférences, on entend très fort le silence des ingénieurs. Les ingénieurs, ce sont des gens qui ne parlent pas. Ils se contentent d'être en back-end, ils se contentent de produire des outils, de produire des techniques, etc. Mais bref, on ne les entend pas. La dimension éthique va renforcer le fait que nous aurons des ingénieurs, nous produirons des apprenants, des étudiants qui ont un avis sur les éléments qu'ils produisent, sur les analyses qu'ils font. Et c'est ça qui est très important. À ce jour, il est très important et voire même primordial d'intégrer la dimension éthique, voire même morale, dans l'analyse, dans les analyses que nous faisons quotidiennement à l'aide des outils data science. D'accord. En tout cas, ça a été clair. Vous avez même répondu à d'autres questions que je voulais poser. En parlant même de l'éthique, une fois j'ai discuté avec un philosophe, mais qui faisait sa thèse en intelligence artificielle. Et la discussion avec lui, c'était vraiment lié à ça. Moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que toi, tu fais en tant que philosophe en intelligence artificielle ? Mais la réponse qu'il m'avait donnée, c'était que sa thèse, ce n'est pas vraiment lié aux aspects techniques du terme. Mais sa thèse, ça se base sur l'intelligence artificielle, mais sur le plan éthique. Donc, il est dans le domaine. Il peut expliquer même beaucoup de choses. Avec lui, on discutait. J'avais même l'impression qu'il est vraiment du domaine, mais il dit qu'il connaît ça de façon théorique, mais il réfléchit sur ça de façon éthique, parce qu'à un moment donné, il faudrait beaucoup penser à l'éthique, surtout dans l'intelligence artificielle. Je pense aussi dans notre pays, comme le domaine n'est pas encore assez large et assez vulgarisé, je pense que c'est important déjà de penser à ça pour qu'au moment opportun, qu'on ait déjà de textes, des bases où nous pouvons décoller. Et je pourrais même compléter quelque chose. En 2016, le milliardaire Elon Musk et le physicien Stephen Hawking, Stephen Hawking, qui est mort, je crois, en 2018-2019, ils avaient déjà remarqué les dérives de l'intelligence artificielle.
Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient écrit une lettre ouverte où ils s'adressaient à toutes les grandes entreprises, à toutes les grandes sociétés qui utilisaient l'intelligence artificielle pour les conseiller, pour les orienter pour un usage éthique de l'intelligence artificielle. Parce qu'en 2016, on n'avait pas de ChatGPT. En 2016, on n'avait pas des grands modèles d'IA aujourd'hui. Mais en 2016, ils se sont déjà positionnés comme des précurseurs de ces domaines de l'éthique. Et force est de constater qu'aujourd'hui, cet acte-là, cette signature qu'ils ont fait est vraiment d'actualité. Parce que nous constatons peut-être pas, bon, peut-être qu'on s'est dit que nous, on est en RDC, nos problèmes sont peut-être immédiats. Ça veut dire que si on s'est référé, par exemple, à la pyramide de Maslow, on remarquerait que nous, on est encore en bas, là. Les problèmes fondamentaux, là. Ouais, nous, on est encore là. Mais la géopolitique, la géoéconomie, etc., on remarque que, voilà, il nous faut prendre des grandes décisions. Et ces grandes décisions sont prises plutôt par des êtres humains. Des êtres humains qui, aujourd'hui, sont peut-être des étudiants que nous enseignons. Alors, il est important, pas seulement en data science, mais dans tous les autres domaines, d'intégrer la dimension éthique et morale dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Okay, merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler de la formation en tant que telle de data scientist. Je sais que vous le savez, comme moi, dans un monde assez imparfait, où les données sont imparfaites, comment on peut former un data scientist aujourd'hui pour qu'il sache travailler sur ces jeux de données-là, en même temps incomplets et imparfaits? Alors, pour répondre directement à cette question, je répondrai d'abord par une phrase, mais je vais détailler. La phrase est que les données ne sont pas neutres. La donnée n'est pas neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont le reflet d'une méthode, par exemple de collecte. Je prends un exemple simple. Imaginez que nous voulons collecter les données des Quinois, ou peut-être des jeunes universitaires, en fonction de leurs habitudes sociales. On remarquera que il y a un critère qui entre en jeu, c'est la culture. Les étudiants congolais ont leur propre culture, ont une façon de fonctionner bien précise. Okay? Une façon de fonctionner bien précise. Si nous menons cette étude à terme, ça peut être bien. On peut facilement ne pas être biaisé par un modèle, etc. Ça peut bien se passer, pas de problème. Mais en science, il y a ce qu'on appelle le caractère holistique d'une étude ou d'une méthodologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui marche bien en RDC et que c'est prouvé scientifiquement, il faudra être capable de reproduire cette même étude dans un autre pays, peut-être au Bangladesh, au Pakistan, au Costa Rica par exemple. Donc, imaginez qu'on arrive dans un autre pays et on se rend compte que les habitudes ou la culture de ces mêmes jeunes gens n'est pas la même. Vous remarquerez qu'il y a un problème. La neutralité de la donnée dont j'étais en train de parler, c'est un élément constitutif aujourd'hui de l'enseignement chez nous, par exemple, à l'Université protestante au Congo. Ça veut dire qu'on a remarqué le caractère imparfait de la donnée, qui est dû, par exemple, à la méthode de collecte. On peut même s'arrêter là, à la méthode de collecte. Alors, il nous faut proposer aux étudiants des méthodes de remplacement ou peut-être des méthodes d'exploitation des données incomplètes. Parce qu'il est important, comme je l'ai dit, de marteler sur les caractères holistiques, de marteler vraiment sur les caractères holistiques de l'approche scientifique. Et il existe 3 niveaux encore. Il existe 3 niveaux que nous allons... Il y a beaucoup de niveaux aujourd'hui, donc soyez concentrés. Soyez concentrés. Voilà. On vous écoute. Il existe encore 3 niveaux, et là c'est très important, 3 niveaux que n'importe quel apprenant en data science doit tenir compte avant vraiment de devenir un maestro, en quelque sorte. Le premier niveau, c'est la rigueur scientifique. La rigueur scientifique. La rigueur scientifique. La rigueur scientifique, on peut l'identifier très facilement par l'usage, par
par une approche un peu plus méthodologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des outils qui existent. Et là encore, c'est un piège, mais j'y reviendrai. Il y a des outils qui existent, on peut même développer soi-même nos outils, etc. Mais la rigueur scientifique nous conduit à ce que l'on puisse connaître le fonctionnement interne des outils déjà mis en place. Prenons un exemple simple, NumPy. NumPy qui est une bibliothèque qui nous permet de faire, comment je peux dire ça, faire des calculs numériques sur les données, sur des tableaux principalement. NumPy existe. NumPy a été développé par une entreprise, ceci et cela, etc. Il existe un fonctionnement que nous, ici en RDC par exemple, que nous ne connaissons pas d'entrée de jeu. Alors, la rigueur scientifique voudrait qu'un apprenti data scientist puisse aller en profondeur, puisse aller en profondeur de la connaissance des outils plutôt qu'il utilise. Parce qu'on risque d'être très superficiel dans l'apprentissage. Être là simplement à utiliser des outils qui ont été déjà mis en place, etc. Voilà, j'ai même une question par rapport à ça, parce que la chose que je remarque le plus dans, pas seulement les étudiants qui se forment dans tout ce qui est data, mais en informatique en général, les gens sont très bons techniquement, mais sur les débats scientifiques, ils sont quand même assez pauvres. Ils sont très bons techniquement, ils savent faire de choses, mais des débats scientifiques, c'est très compliqué de faire vraiment des débats scientifiques. Ils peuvent faire quelque chose, mais expliquer comment ça marche réellement derrière, c'est vraiment des choses que beaucoup n'arrivent pas à expliquer. Du coup, la question que j'aimerais vous poser maintenant, comment intégrer cela dans le cursus universitaire pour permettre à un étudiant, pas seulement de sortir avec ces niveaux techniques, mais aussi avec cette dose scientifique. Ok, merci beaucoup pour cette question que je trouve très pertinente. Mais au-delà de la pertinence, il y a une réalité derrière. La réalité est que nos universités, bon, pas toutes, nos universités, lorsqu'elles se disent techniques, elles se limitent à un apprentissage technique. Ça veut dire qu'on ne pousse pas l'étudiant à aller faire de recherche pour acquérir cette dimension culturelle, par exemple, d'un domaine. Il y a toute une culture derrière l'informatique. L'informatique ne se limite pas à taper sur un clavier ou à faire de l'analyse des données. Par exemple, l'analyse des données, il y a toute une culture derrière. Il y a des mathématiques qui soutiennent l'analyse des données. Et on se pose la question comment on est arrivé, par exemple, à ces outils-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on crée NumPy, on crée Panda, etc. Et il y a des versions des Panda chaque année, etc. Quelles sont les limites qu'il y a eu dans Panda 2019-2020 qu'on a identifiées et qu'on a cherché à améliorer plus tard? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Quand un professeur, quand un assistant, quand un chercheur entre dans un auditoire et qui doit commencer un cours de programmation, il ne commence pas le cours en vous disant, par exemple, que voilà, Python a été créé en telle année, c'était suite à ça. Non, il vous dit directement, voilà, ouvrez un éditeur de texte, directement commencez à taper le code. Non. Alors, c'est pour cette raison qu'un domaine très important que l'on néglige, c'est tout simplement la philosophie des sciences. La philosophie des sciences, c'est un domaine qui permet aux gens, qui permet aux scientifiques d'appréhender la science, mais de manière philosophique. Par exemple, l'informatique. L'informatique peut être appréhendée scientifiquement. Même la data science peut être appréhendée scientifiquement. Parce que la data science, ce n'est pas seulement la data science. Vous pouvez faire la data science en sociologie. La sociologie, par exemple, ça explique. La sociologie, par exemple, ça explique le comportement des êtres humains lorsqu'ils vivent en société. Exactement. Et on peut appliquer des techniques data scientist en sociologie pour expliquer, par exemple, des phénomènes de reproduction du sociologue Pierre Bourdieu. On peut, par exemple, pendant le... Il y a eu quelque chose comme ça à Criagi bientôt. Il y a à peine un mois, je pense. Oui, les étudiants que nous avons encadrés pendant leur stage interne, ils ont comment je dirais, ils ont fait un exercice, un grand TP, et ils se sont basés sur le livre La reproduction de Pierre Bourdieu. Et c'était très intéressant parce que ça leur a permis d'avoir une dimension d'interprétabilité un peu plus élevée. Parce que
la data science s'incarne dans un autre domaine. Et il est vrai qu'on peut savoir faire Python, on peut savoir faire manipuler Panda, etc., scikit-learn et tout, mais lorsqu'il faut interpréter des résultats, il faut l'interpréter en tenant compte du référentiel qui nous permet de faire cette pratique data scientist. Donc, c'est un peu ça. Et au-delà de ça, je peux rajouter aussi, au-delà de la dimension philosophique de l'apprentissage, il y a aussi le questionnement. Le questionnement. À un moment donné, l'étudiant doit ressortir ses idées. Il ne peut pas seulement être là technicien. Non, il doit être capable de nous dire ce qu'il pense de ce qu'il fait. Mais comment, en tant qu'étudiant, on va intégrer cela parce que généralement, ce que je vois, même quand on était étudiant, ce qui intéressait les gens, même quand on est membre du jury, par exemple, moi j'ai fini à l'UPC, ce qui intéressait plus les gens, c'est ça marche, ça tourne. Même devant, je ne veux pas trop critiquer les membres du jury parce que maintenant c'est moi qui est maintenant de l'autre côté de la table, mais la plupart du temps, quand ça marche, c'est bon. Maintenant, comment faire en sorte que la rigueur, je ne veux pas dire que ça change parce que ça doit aussi quand même marcher, mais que cette rigueur soit partagée. Au-delà que ça tourne, que ça marche, que ça fonctionne, comment faire en sorte qu'au-delà de ça, l'étudiant ait d'autres compétences, comme on a dit, des compétences scientifiques. C'est en fait là où je suis, parce que j'estime, pour moi, que les cours sont donnés parfaitement. Bon, pour moi. Mais pour vous, est-ce qu'il y a deux choses qu'il faut ajouter dans le cursus? Est-ce qu'il y a deux choses qu'il faut enlever? Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Il faut plutôt ajouter quelque chose dans des personnes qui sont appelées à donner ces cours sans pour autant parler des nos maîtres. Je sais qu'ils sont exceptionnels. Ce sont des personnes qui connaissent beaucoup. En tout cas, et merci en tout cas pour tout ce que vous nous donnez. Hein. Pour ça, on vous remercie. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on peut ajouter, arranger pour créer un peu l'équilibre entre ces deux choses-là? Alors, puisqu'on parle bien de la data science, alors, je vais faire un effort de ne pas trop m'éloigner parce que la réponse, elle peut être référenciée par des éléments qui n'ont rien à voir avec la data science. Ouais. Mais tout ce que je dirais d'abord, c'est que préalablement, il faut considérer les facultés des sciences comme des facultés des sciences. Ça veut dire qu'avant qu'un étudiant apprenne les sciences informatiques... Mais il y a un problème avec ça parce que dans nos universités, quand on recrute en informatique, c'est comme si on recrutait dans... Bon, sans pour autant dénigrer d'autres facultés, mais on recrute comme si on recrutait dans n'importe quelle faculté. Pourtant, c'est une faculté des sciences informatiques. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas un filtre qui nous permet de recruter des profils adaptés aux sciences informatiques, au droit, aux sciences économiques, par exemple. Okay. Oui, il n'y a pas vraiment etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des mécanismes de recrutement adaptés à chaque faculté. Okay. Ça, c'est d'abord, premièrement. Et deuxièmement, les facultés des sciences doivent être considérées comme telles. Ça veut dire qu'avant de parler de l'informatique, il y a des prérequis. On dit sciences informatiques. Ça veut dire qu'on doit d'abord définir c'est quoi une science. On doit parler des catégories des sciences. Et l'informatique, c'est quel type de science? Est-ce une science naturelle? Est-ce une science formelle? Ou est-ce une science sociale? Et lorsque l'étudiant... Parce que lorsqu'on parle des sciences, c'est très réfléchi. On ne vient pas seulement donner des définitions, non. Il faut pousser l'étudiant à pouvoir dire ce qu'il pense de ce qu'on lui donne comme matière. Okay. Et au-delà de ça, c'est que lorsqu'il aura appris ces deux éléments qui sont comme des prérequis, il peut maintenant bien appréhender le concept de sciences informatiques. Et dans les sciences informatiques, il y a encore beaucoup de choses. Alors, une autre dimension à ne pas négliger, c'est que les sciences informatiques ont pour vocation de produire des outils. C'est quoi un outil? Et ça, c'est une question
au-delà d'être une question technique, c'est une question philosophique. C'est une question philosophique. Donc, il faut inviter l'étudiant à répondre philosophiquement à cette question. Et c'est là que l'étudiant aura cette double compétence, la compétence technique, mais aussi une compétence réfléchie. La compétence qui lui permet de dire, pas seulement de dire comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, non, de dire philosophiquement, intellectuellement surtout, voilà, les sciences informatiques, c'est ceci, cela, ça a pour vocation de produire tel outil, tel outil, tel outil, on utilise de cette façon, voici les problèmes sociétals que ça peut engendrer et voici comment on peut les solutionner. Ok. Et jusqu'à la pratique même de la data science. On récolte des données, on mène des études, on aboutit à des résultats, mais n'y a-t-il pas des biais? Les modèles que nous avons utilisés, sont-ils conformes? Est-ce qu'ils peuvent être appliqués à des réalités différentes? L'idéal, c'est de faire table rase déjà en bas, En effet. savoir qu'est-ce qui est donné en bas avant de pouvoir aller au-dessus. Si je peux juste résumer ce que vous venez de dire. L'autre question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, quels sont les grands défis dans la formation de data scientists en RDC? En Je RDC. ne vais pas parler dans le monde, mais en RDC, vous venez de parler même des contextes. Ouais. Donc, du coup, c'est plus dans ce contexte-là en RDC. Quels sont les défis de formation d'un data scientist? Le contexte, il est très important, d'où la nécessité de parler rien que de la RDC. Alors, je ne sais pas si je dois appeler ça un déficit, mais l'un des plus grands défis, et je dirais même l'ultime défi dans l'enseignement, dans la pratique universitaire de la data science, ce sont les mathématiques. Les étudiants n'ont pas les prérequis nécessaires pour aborder, les prérequis mathématiques nécessaires pour aborder la data science. Ça veut dire même que une formation universitaire, ce n'est pas simplement une formation où on se met 24 heures sur 24, bon, durant les heures du cours, évidemment, devant les machines à faire du code. Non. Il nous faut comprendre, par exemple, c'est quoi la régression linéaire. Mais c'est... Bon, sans pourtant vous couper, c'est que vous allez continuer. Mais c'est un peu le danger, parce que généralement, quand ces facultés dites informatiques, quand ils font leur publicité, ce qu'ils mettent de l'avant, c'est les salles de machines, pour ne pas dire des salles informatiques. Salle de machines, on met un étudiant en train d'utiliser l'ordinateur. Donc là, déjà, c'est assez problématique, parce que la vision qu'ils ont de ça, c'est utiliser l'ordinateur d'abord. En effet. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'il y a une dimension très importante de l'informatique qui est tout simplement l'informatique théorique. Et généralement, ce n'est pas mis au premier plan. C'est généralement un petit cours en première année. Un petit cours en première année, et puis vite fait, ça passe. Alors que c'est là même le socle de toute théorie informatique. De la même façon qu'en mathématiques, il y a des théories, en informatique aussi, il y a des théories. Et ces théories sont généralement mathématiques ou mathématisées, ou mathématisables même. Mathématisé, mathématisable. Ok. Et du coup, quand l'étudiant n'a pas des prérequis mathématiques nécessaires, très sincèrement, il ne peut que, dans une moindre mesure, être bon data scientist, mais juste dans la pratique. Ça veut dire qu'il saura coder, il saura ce que c'est une fonction, il saura tout. Mais lorsqu'on lui demandera d'expliquer mathématiquement son modèle, par exemple, il n'y parviendra pas. Et ça, c'est un grave problème. C'est vraiment un grave problème. Donc, comme défi, vous venez de citer, défi de mathématiques. En effet. Il n'y a pas d'autres défis? Il y en a beaucoup. Il y a par exemple un défi lié aux outils. Vous savez comme moi que pour faire du machine learning, pour faire du deep learning, etc., il nous faut des outils adéquats. Ce n'est pas n'importe quel ordinateur, quel PC qui supportera ces traitements des données en masse. Et du coup, il faudrait que les étudiants possèdent des machines qui permettent vraiment le traitement des données. Parce que ça ne va pas. Sinon, c'est difficile. Déficit en mathématiques, déficit avec un ordinateur adéquat. Je vous dis vraiment qu'on est très, très mal parti pour la pratique. Et puis, il y a d'autres défis liés aux étudiants eux-mêmes. Par exemple,
le taux de présence, par exemple, les niveaux de concentration. On peut être présent et ne pas être présent en même temps. Il y a tellement beaucoup de choses qui feront à ce que, voilà, euh, l'enseignant peut être motivé, Ok. mais il arrive dans l'auditoire, les étudiants ne sont pas présents, ceci et cela. Et vice-versa, parce qu'on incrimine trop les étudiants, mais il y a aussi des enseignants qui ne sont pas ponctuels, qui ne sont pas réguliers. Et même quand ils sont là, ils sont superficiels, ceci, cela. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Mais En parlant de machine, je voulais juste évoquer quelque chose. Lorsqu'on a fini, je vous signale qu'on a fini ensemble. Lorsqu'on a fini à l'UPC, cette année-là, je devais proposer un projet de recherche. Je propose le projet de recherche à un très grand prof. Il me dit non, mais avec ça, ça va nous demander beaucoup en termes d'ordinateurs, des processeurs. Du coup, on n'a pas assez de budget pour ça. Mais moi, je me disais, bon, c'est juste. Comment. J'allais parler en lingala, désolé. On va juste prendre un ordinateur et travailler sur ça vite fait. Et pourtant, lui, il avait une autre vision de la en chose. effet, il y Parce avait une qu'il autre sait que vision. les données qu'on va entraîner, les modèles qu'on va mettre, ça demande beaucoup de processeurs pour travailler sur ça. Et cette vision-là, on n'avait pas. Et j'ai voulu aussi parler par rapport aux étudiants. Vous avez incriminé aussi les étudiants. Euh, je crois que vous étiez là avec moi. Un étudiant qui arrive, même un étudiant lui-même, il arrive avec un ordinateur qui ne les sert pratiquement à rien. Et il s'est dit qu'il s'est formé en data scientist. Mais il se balade avec un téléphone de 1000 $. Donc lui-même, il n'est même pas conscient qu'il doit d'abord investir en lui-même sur ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, comme vous l'avez dit, la responsabilité est partagée. Et je pense que c'est vraiment très, 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 très correct. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, En effet, mais, énormément. mais le temps est en train de nous causer défaut. Je pense que là, on laisse vraiment à beaucoup de gens de l'eau dans la bouche et on espère vous voir très bientôt. Mais avant de pouvoir clôturer, si pour vous, aujourd'hui, il faut proposer quelque chose, parce que vous avez parlé des défis, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Mais s'il faut proposer quelque chose dans le parcours d'un data scientist au Congo, déjà, il n'y a pas assez d'universités qui proposent ces parcours-là. Parce qu'au moment où on parle, il n'y a que 2 universités qui proposent cela. Il y a l'UNIKIN et l'UPC. Et je suis sûr que vous avez lu les deux programmes, le programme de l'UNIKIN, le programme de l'UPC. Et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour rendre ces parcours, je ne peux pas dire parfait, parce que c'est l'homme qui va faire ça, mais pour rendre quand même ces programmes meilleurs. Ouf, c'est compliqué comme question, mais bon. Euh, je dirais d'emblée que, premièrement, il faudrait tenir compte de nos réalités ici, en Ok. RDC. On a parlé longuement de la contextualisation. Le contexte de la RDC, il est très critique. Ça veut dire que le matériel, social, hein, je dis bien social d'abord, parce que pour mieux apprendre la data science, il faut avoir le matériel adéquat. Donc avant même de penser à intégrer une fac d'informatique, le matériel d'abord c'est important. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a aussi des prérequis, comme on l'a évoqué. Il y a des prérequis en mathématiques et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais au niveau de l'organisation d'une faculté, alors je dirais que il nous faut, il nous faut suffisamment d'enseignants dans ce domaine. Parce qu'à l'heure où on parle, je dirais même que on n'a pas vraiment beaucoup, en tout cas, j'en connais pas beaucoup, beaucoup des professeurs qui ont une certaine, bon, pas seulement professeurs, beaucoup d'enseignants qui évoluent vraiment dans le domaine. Ils ne sont pas très nombreux. C'est que beaucoup sont plus mathématiciens. Voilà, ils ne sont pas très très nombreux. Et en parlant même des mathématiques, s'il nous faut un professeur qui enseigne les mathématiques en data science, il nous faut un professeur qui sait matérialiser les défis, ou plutôt les problèmes mathématiques, ou plutôt les problèmes de data science en mathématiques. Okay. Par exemple, nous dire concrètement une fonction affine, comment une régression linéaire
comment on peut facilement utiliser ça dans un problème de data science, etc. Mais Donc, il y a un cours, je suis désolé de vous couper, il y a un cours maths pour ingénieurs. oui, Qu'est-ce qu'on voit dans ces cours-là? Parce que j'ai comme l'impression que l'ingénierie, c'est grand, chers camarades. c'est juste maths pour ingénieurs, mais le but de ces cours, ce n'est pas vraiment ça. Bon, il y a ces cours. Le problème, c'est l'applicabilité. Il nous faut des gens qui savent orienter les mathématiques vers ce domaine-là de l'ingénierie. Ok. Vous voyez, par exemple, que quelqu'un nous dit, voilà, cette partie des mathématiques va vous servir dans ça, 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 en ingénierie ou en informatique. Et si c'est un professeur qui vient juste donner des maths, bah, ça sera considéré comme un cours lambda par les étudiants. Et c'est ça le grand problème. Il faudra de profs qui viennent, je crois, ce qu'on appelle le maths appliqué. En effet, des mathématiques appliquées et tout et tout et tout. au domaine. Et puis aussi, il nous faut vraiment parler de la data aussi. La data n'est pas assez vulgarisée. Et des initiatives telles que DataTalk sont vraiment à soutenir à 100%. Sont vraiment à soutenir à 100%. Donc, la data n'est pas assez vulgarisée. Aujourd'hui, prenez une personne lambda, même un universitaire, même quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Dites-lui que voilà, posez-lui juste une simple question. Est-ce que vous connaissez, pas qu'est-ce qu'est la data science, mais est-ce que vous connaissez la data science? Répondez juste par oui ou non. C'est compliqué. Science des données. Pour certaines personnes, ça sonne même bizarre. Science physique, oui. La chimie, maths, mais science des données, c'est encore quoi? Il nous faut vraiment parler de la data et c'est très important. Parce que la data peut être un levier d'innovation, un levier de développement même. Parce que s'il nous faut proposer une solution médicale dans des zones urbaines, même dans des zones très très reculées, il nous faut préalablement récolter les données. Et en récoltant des données, en faisant des analyses, on saura de quoi ils ont besoin. Quoi, ils ont besoin. Merci, monsieur Logadis. La question que je pose à tout le monde dans cette émission, c'est de conseiller les gens qui apprennent. Si aujourd'hui tu dois conseiller quelqu'un en te basant, un, sur l'expérience, deux, sur ton parcours aussi, qu'est-ce que tu diras à un jeune qui vient de commencer? Qu'est-ce que tu lui diras? Qui vient de commencer en data. Ouais, face à la caméra. Ok. Expliquez. J'aurais aimé faire ça un peu à la Kerry James, mais bon. Alors, chers jeunes, vous qui venez de commencer en data, je vous souhaiterais d'abord, bon, je ne vous souhaiterais pas, je dirais que il faut beaucoup travailler. La data science, comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui implique énormément de choses. Ça implique des connaissances solides en mathématiques, vraiment solides, mais pas dans toutes les mathématiques. Pas besoin de connaître la trigonométrie, par exemple. Mais les mathématiques nécessaires à la data science, c'est très fondamental pour ce domaine. Alors, il vous faut du dévouement. Il vous faut du dévouement et il vous faut aussi vraiment du travail, le travail acharné. Parce que, je pourrais citer le professeur Ntsassa, rien ne résiste à la discipline et au travail acharné. Vous devez vraiment travailler parce que on ne bâtit pas une ville en un jour. Vous commencez avec les mathématiques. Lorsque vous finissez, vous ne finirez jamais les mathématiques de toute façon. Lorsque vous considérez que voilà, j'ai maintenant des bases solides, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez passer à la programmation, voire même parallèlement. Et puis petit à petit, vous avancez. Il y a beaucoup de cours en ligne, il y a beaucoup de livres qui sont open source, etc., que vous pouvez télécharger, libre téléchargement et tout. Vous pouvez aller chercher pour soutenir votre apprentissage. Vous ne pouvez pas vous limiter à l'enseignement académique parce que à l'université, vous n'apprendrez pas tout. Il faut toujours aller au-delà. Donc, s'il y a une chose que je vous conseillerais, c'est juste le travail. Rien de plus. Le travail. Acharné surtout. Merci beaucoup. Je retiens qu'il faut aller au-delà. Au-delà, pourquoi? Parce que si tu travailles comme tout le monde, tu seras traité comme tout le monde. Donc, pour être exceptionnel, il faut travailler exceptionnellement. Pour être grand, il faut travailler comme un grand. Donc, il ne faut pas s'attendre à la grandeur
et tu travailles comme monsieur tout le monde. Ça ne s'est fait pas. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, où trouver une formation, comment bien apprendre, ainsi de suite. J'aimerais juste vous conseiller, les gens qui veulent apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cours gratuits. Mais il y a un cours qui m'a beaucoup aidé. Je peux dire c'est le cours qui m'a vraiment donné le go dans le domaine. C'est sur edX. Le cours est gratuit. edX.com. Le titre, c'est Les fondamentaux en data science. Il y a tout. On commence par le contexte théorique. On passe sur le mathématique. Et après, on passe sur l'application. Ça va vraiment vous donner les bases avant d'apprendre autre chose. Merci beaucoup, monsieur Loadis. En tout cas, merci, c'était très très bien. Je sais que les gens vont en redemander, mais c'était très très bien. On n'a pas fini, il y a encore 10 questions, mais on ne peut pas le faire pour aujourd'hui. La dernière question que je vous demanderai, si on doit inviter quelqu'un sur ces plateaux, ça sera qui selon vous? Ou je pourrais mieux réformuler. Vous lancez l'invitation à qui sur ces plateaux? Alors, si je dois lancer une invitation à quelqu'un, ce ne sera pas une invitation assez normale. Non, j'aimerais que Datatalk se déplace. Ok. Qu'il n'y ait pas de plateau, mais cette fois-là, aller vers les apprenants. Regardez un peu ce qu'ils font. Vous pouvez aller dans les universités, aller voir les étudiants en data science, comment ils s'y prennent, etc. Vous pouvez aller avec des experts, avec des personnes qui pourront guider en mieux. Vous pouvez organiser une conférence, etc. Donc, au lieu d'inviter quelqu'un ici, allez vers eux. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que notre intervenant est vraiment dans l'idée globale des Data Talk. Donc, vous n'allez pas seulement nous suivre, mais très bientôt, nous venons vers vous. Merci, c'était Data Talk. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Data Talk, parlons data, parlons futur.